Alors, est-ce que, et là, bon, peut-être qu'on peut avoir la réponse par ailleurs, par la représentation nationale qui est aujourd'hui ici. Et on verra comment, peut-être, on peut lui confier le message de veiller à ce que les décrets d'application soient pris également au mieux, en tout cas. Mais ceci dit, au-delà de cette question qui est un peu la boîte noire, on a aujourd'hui donc une diversité de territoires engagés dans le processus. Certains engagés de longue date, à l'image de la communauté du Pays Thouarsais, d'autres bien plus récemment, et peut-être demain, avec la centaine de TEPCV qui risquent d'arriver, des territoires qui seront dans une approche très balbutiante de ces questions et de cette réappropriation des enjeux énergétiques. Ça veut dire que, et là je m'adresse pratiquement à vous tous, dans vos institutions respectives, il va falloir accompagner des territoires qui sont à des niveaux très différents à la fois de prise de conscience et de passage à l'acte. Une question générale, vous avez le droit d'y répondre ou pas, d'y répondre comme vous voulez bien sûr, c'est comment les uns les autres vous allez accompagner cette montée en puissance et cette diversité de sollicitations. Peut-être on commence par M. Ravaillot. Oui, votre question rejoint effectivement cette capacité de généralisation aujourd'hui qui passe par les territoires et comment l'accompagner valablement avec toutes les diversités de territoires que nous avons effectivement. La réponse n'est pas facile, mais je pense qu'elle est véritablement posée au moment où on est en train de faire cette bascule. Madeleine le disait, il y a un cadre fort pour les TEPOS et on s'en félicite tous parce que ça permet véritablement de guider l'action et de se mettre dans une trajectoire, je dirais, ambitieuse et volontariste. En même temps, on ne peut pas, je dirais, aujourd'hui, devant l'exigence que nous avons de réussir cette transition énergétique, dire il y a ceux qui sont capables de s'engager et qui sont ambitieux et les autres qui sont des retardataires et qui arrivent trop tard et qui n'ont pas droit à cette affaire. Véritablement, il faut, je dirais, dépasser ce raisonnement-là et se mettre en capacité aujourd'hui dans tous les territoires de proximité. Et la loi fait une chose assez intéressante qui a été permise au niveau du gouvernement parce que là encore, les élus, je dirais, qui avaient goûté à cette approche énergétique dans les territoires, se sont suffisamment battus dans la préparation de la loi pour faire évoluer notamment ce qu'on appelle le plan climat-énergie air-territoire. On a mis le mot air en plus. Et en fait, le consensus qui a été acquis au niveau des élus est celui de ne plus avoir de redondance de plan climat sur le territoire. C'est-à-dire qu'une intercommunalité doit pouvoir s'organiser sur l'ensemble du territoire national à un niveau qui rejoint celui de la loi NOTRe, à peu près, qui est l'autre loi qui se discute aussi sur ces bases-là, de telle manière qu'il y a un PCEAT, un plan climat-énergie-air-territoire, sur tous les territoires, et il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas le niveau département, le niveau régional et le niveau local, mais qu'il y ait la possibilité et la cohérence. Donc la loi a fait, je dirais, grâce aux élus eux-mêmes, une mise au net de cette affaire-là. Comment maintenant cette mise au net permettant d'être beaucoup plus clair et serein pour travailler, comment effectivement les territoires nouvellement entrants peuvent y aller, comment ceux qui sont déjà là depuis 10 ans dans cette expérience-là doivent-ils poursuivre? À l'agence, je disais que nous sommes sur une stratégie de généralisation et c'est en partie, il y a 3 vecteurs forts qui nous paraissent essentiels pour nous pour réussir ceci. C'est d'une part véritablement d'accompagner et de stabiliser, voire de renforcer l'ingénierie territoriale, effectivement, à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce soit pour un territoire entrant, nouvellement intéressé par cette question-là, et commençant à la construire. Alors, il y a des effets d'aubaine et d'opportunité avec, effectivement, les enveloppes qui vont être à disposition des territoires. Mais au-delà de ces programmes de financement, comment installer véritablement, autour de la mobilisation des élus et de la population, installer une programmation de travail de moyen et de long terme pour que le territoire s'installe dans une vision de son territoire et que la population qui collabore effectivement, et je suis tout à fait d'accord là-dessus, ait aussi la fierté d'appartenir à un territoire qui s'engage dans la transition énergétique. C'est-à-dire que la transition énergétique écologique devienne un motif d'appartenance à un territoire. Je pense que c'est déjà un champ d'adhésion extraordinaire. Et que
Deuxièmement, effectivement, chaque acteur économique du territoire, qu'il soit un agriculteur, un artisan ou un citoyen, puisse lui-même avoir un intérêt économique à partager quelque chose sur son territoire. C'est-à-dire que la valeur ajoutée qui est créée par la transition énergétique puisse en partie revenir, stabiliser et consolider l'économie de son territoire. Et c'est essentiel, aussi bien en termes d'emploi que d'enrichissement des entreprises. Et par là même, ce que nous proposons, c'est véritablement de renforcer cette ingénierie, y compris en négociant avec chaque territoire ce que nous appelons aujourd'hui des contrats d'objectifs territoriaux, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur des ambitions de moyen terme et de pouvoir les conduire dans une conduite de projets territoriaux engageant la population et tous les acteurs économiques. La deuxième chose qui nous paraît essentielle, c'est véritablement de, je dirais, renouer et poursuivre les partenariats avec les conseils régionaux et les partenaires du niveau régional pour que, je dirais, le niveau régional soit véritablement un appui et une impulsion essentielle pour les territoires de proximité. Et donc de pouvoir construire avec les conseils régionaux des politiques coordonnées, co-construites, nous paraît essentiel pour réussir. Ne serait-ce, vous l'évoquiez tout à l'heure de la salle, la nécessité pour que les territoires soient intelligents de pouvoir disposer à la fois d'un outil statistique à leur mesure et d'une capacité d'évaluation de leur action. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, si nous voulons nous engager, nous devons pouvoir mettre des objectifs devant nous, les partager avec notre population et puis rendre une évaluation par rapport à cela. Et que chaque territoire crée son propre institut statistique et, je dirais, illusoire. Le niveau de mutualisation régionale, le niveau d'aide et d'appui région est essentiel dans ce cas-là. C'est un exemple parmi d'autres. Sur les financements, on pourrait y revenir tout à l'heure. Et le troisième point stratégique qui nous paraît essentiel, c'est, pour cette généralisation et la réussir, c'est véritablement de développer des alliances nouvelles, c'est-à-dire on sort de la spécialisation énergétique. La transition énergétique n'est pas une affaire que de spécialistes de l'énergie. Alors je vais peut-être me faire quelques ennemis, c'est-à-dire d'électriciens, de gaziers, de charbonniers, voire de vendeurs de bois. La transition énergétique, elle se gagne avec les agriculteurs, elle se gagne avec les spécialistes de l'isolation du bâtiment, elle se gagne avec les artisans qui changent leur process, avec des petites et moyennes entreprises qui changent leur process, c'est-à-dire tout le monde est concerné dans son activité. Et aujourd'hui, il y a véritablement sur un territoire, pour créer cette cohérence, c'est avec tout le monde économique. Je dirais un point sur les chambres consulaires avec lesquelles nous traitons au niveau national. Dans le cadre de cette généralisation, ça fait longtemps que nous travaillons avec les chambres consulaires. Nous avons jusqu'à ce jour avec eux développé ce type et nous avons financé une partie des chambres de commerce et de l'industrie, par exemple, ou les chambres des métiers et de l'artisanat, pour qu'ils installent une compétence environnement-énergie dans leur propre staff. Aujourd'hui, dans le renouvellement des contrats qu'on passe avec ces chambres consulaires, on leur dit très bien, vous le stabilisez, ce savoir-faire. Aujourd'hui, ce n'est pas ces 200 personnes dans vos réseaux qui nous importent, ceux-là doivent travailler pour ce qu'ils savent faire. C'est les 10 000 conseillers en entreprise que vous avez qui doivent s'emparer de la transition énergétique, travailler avec ces conseillers environnement pour que dans chaque territoire, lié à une politique territoriale, ils puissent être en appui de ces politiques territoriales. Et donc, on a vraiment de nouvelles connexions et de nouvelles alliances à construire pour véritablement diffuser et généraliser. Alors, si vous le voulez bien, pardon, je vais me tourner vers cette partie de la table ronde d'abord pour creuser encore cette question, pour demander, pour insister, non, encore bien sûr sur le tressaillant que vous soulignez de la régionalisation, donc de l'action au bon niveau approprié qui vous semble être la région par exemple, mais également face à cette diversité de sollicitations qui proviendraient des territoires qui souhaitent ou qui sont déjà engagés en matière de transition énergétique, eh bien, comment la Caisse des dépôts, comment les chambres d'agriculture s'équipent-elles aujourd'hui pour répondre à ces sollicitations? Ça, c'est un premier niveau de question. On va commencer peut-être avec M. Baudier, si vous le voulez bien. Et le second niveau de question, c'est quid d'un travail, d'un assemblage, d'un travail ensemble?
Monsieur Baudier, peut-être sur la façon dont vous voyez les choses, vous qui, enfin la Caisse des dépôts, on va lui demander de ventiler 200 fois 500 000 euros à travers le Fonds de financement de la transition énergétique. Est-ce que vous avez des critères d'évaluation là-dessus? Est-ce que vous vous faites confiance, admettons, à l'ADEME ou au Conseil régional ou... Allez-y. Bon. Pour commencer, une question bien compliquée. Bon, vous pouvez pas grave. retourner. C'est pas grave. Oui, on sait qu'il y a Sigolène dans la... Oui, non, je ne vais pas utiliser mon joker tout de suite. Sois rassuré, Sigolène. J'ai bien compris qu'on avait droit à un joker. Des quelques discussions que j'ai déjà pu avoir, la perception que j'en ai, c'est que vous avez, collectivement, une vision extrêmement compliquée de ce que fait le groupe Caisse des dépôts. Et je le comprends bien volontiers, c'est que malgré tous nos efforts de communication, eh bien, la perception que vous pouvez avoir de notre multiplicité d'interventions pose une vraie difficulté. Et nous en avons parfaitement conscience. Donc, je dirais en synthèse, pas faire un trop long tunnel, ce que je pourrais dire sur le sujet. Nous avons vocation à travailler avec vous sur vos territoires. Ça, c'est un premier élément. Le groupe Caisse des dépôts, c'est effectivement dans chacune des régions actuelles, et bientôt des futures régions, une implantation régionale qui est à votre disposition pour vous recevoir, vous écouter, vous accompagner. Mais le groupe, c'est aussi un certain nombre de filiales dont on ne perçoit pas toujours forcément les champs d'action et qui travaillent autour de la TE et qui vous apportent des solutions. Donc je dirais, pour faire simple, vous avez la capacité de nous adresser par le biais des directions régionales. Et puis ensuite, nous vous mettons en relation avec les acteurs du groupe, que ce soit Aegis, fidèle que vous connaissez peut-être, la CET, ou encore d'autres filiales qui travaillent autour de solutions de mobilité durable, de développement d'énergie renouvelable. Et donc, je crois qu'il faut d'abord que nous ayons conscience que vous avez peut-être du mal à vous retrouver dans le maquis de l'établissement. Après, il y a évidemment ce que vous évoquez, notre capacité à traiter des sujets ponctuels. On a un tas d'exemples de coopération aujourd'hui, ne serait-ce qu'au niveau de la région Poitou-Charentes. Je pense que j'y reviendrai après pour illustrer mon propos. Mais je pense qu'avec l'ADEME, avec le Conseil régional, on a déjà dénoué des partenariats, on a signé des conventions qui prouvent qu'on est capable d'animer ce sujet. Mais je pense que notre premier effort à faire d'abord, c'est un effort de lisibilité de notre action. Et donc alors, communication, c'est facile à dire. On a produit des plaquettes, on fait des interventions dans la presse. Je pense qu'il faut aller plus loin parce que moi, les premières questions qui m'ont été posées, c'était justement d'être parfaitement étonné de notre capacité à intervenir sur des sujets aussi divers que, ne serait-ce qu'en matière d'énergie renouvelable, des parcs photovoltaïques, des éoliennes, des entreprises des entités de méthanisation. Et il n'est pas toujours naturel pour vous d'imaginer que la Caisse des dépôts peut être à la fois un prêteur, dans certains cas, c'est-à-dire que nous finançons des opérations, mais aussi un investisseur, un co-investisseur. Et je pense que notre démarche en termes de co-investissement, la lisibilité de notre action n'est pas toujours évidente. Oserais-je vous dire, et je terminerai par cette pirouette-là, que c'est un sujet tellement compliqué que parfois en interne nous-mêmes, nous avons, je regarde Sigolène dans le fond, parfois des difficultés à appréhender ne serait-ce que la démarche stratégique de notre établissement. On se pose des questions, même en interne, si j'ose dire, sur notre capacité à intervenir, ne serait-ce qu'en matière de financement et d'accompagnement. En clair, taille critique des sujets. Est-ce que les projets qui nous sont présentés ont la taille critique nécessaire d'un point de vue économique pour nous, sachant que nous sommes adressés à la fois sur des sujets qui sont des projets qui sont de toute petite taille, mais des projets aussi beaucoup plus importants. Donc, en clair, est-ce qu'on est capable de répondre, est-ce qu'on a envie de répondre sur des projets de petite taille ou sur des projets qui mobilisent plusieurs millions d'euros en termes d'investissement. Et donc ça, c'est déjà un sujet qui est parfois un sujet de débat entre nous. Et on peut aussi comprendre, et je vais arrêter là parce que je vais faire trop long, que vous pouvez avoir le sentiment qu'on ne vous apporte pas une réponse immédiate, parce que nous-mêmes, nous avons des critères, je dirais, de décision qui ne sont pas simplement des critères locaux. Le groupe, c'est une entité très importante de plus de 100 000 personnes de par le monde, avec des critères d'engagement, de décision, qui sont parfois un peu très arborés.
pour utiliser cette formule-là, et qui font que parfois les décisions doivent remonter au siège, avec une incertitude pour vous et pour nous d'être en capacité de répondre à vos questions. Je pense qu'on a d'abord un problème de communication clair vis-à-vis de vous. Et puis ensuite, je dirais le préalable pour nous, c'est d'avoir une politique en matière d'investissement qui soit claire. En tout cas, sachez-le. Et je le dis ici devant vous, et c'est un engagement que nous prenons. Nous avons, en termes d'investissement, je dirais défini pour les années à venir, et ça concerne principalement la TE, une enveloppe de plus de 500 millions d'euros, voilà, sur les 3 ans à venir. Ce qui est un marqueur financier très important. Alors je sais que le groupe est souvent perçu comme une banque, comme un guichet. Nous ne sommes pas une banque comme les autres, soyons clairs. Si tant est qu'il puisse y avoir une interrogation sur le sujet, je le répète, la Caisse des dépôts n'est pas un établissement bancaire, en tout cas pas comme un autre. Mais nous avons prévu, nous avons déjà et nous continuons à investir dans la TE à hauteur du montant que je viens de vous citer. Voilà. D'accord, on reviendra effectivement là-dessus. Monsieur Renaudot, si l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture vous a confié cette mission d'animer le sujet climat et agriculture, c'est que quelque part, on se doute qu'il y a une sollicitation qui intervient, il y a peut-être des attentes, il y a des inquiétudes exprimées par la profession, ou en tout cas, vous sentez qu'il y a une opportunité peut-être aussi. Est-ce que vous pouvez nous exposer en 2 mots, d'abord, le pourquoi de cette mission, peut-être, mais également, n'hésitez pas à illustrer concrètement, peut-être dans les Deux-Sèvres, des réalisations dont vous seriez fiers, en quelque sorte, ou attachés à décrire, en tout cas, le contenu. Oui, alors effectivement, les chambres d'agriculture sont présentes sur tout le territoire français. Par définition, il y en a une par département. Après, on a le niveau chambre régionale qui vont évoluer avec la réforme au 1er janvier 2016. Et on a la tête de réseau qu'on appelle habituellement la PCA. Et effectivement, au sein du réseau, on a 170 conseillers qui sont sur le sujet donc énergie-climat. 50 plus spécialisés sur la méthanisation. Et c'est vrai qu'en Poitou-Charentes, on en a un par département qui accompagne les projets de méthanisation. Et on a aussi des conseillers sur climat gris, donc sur ces aspects-là. Je crois qu'on accompagne les agriculteurs tout au long de leur parcours, que ce soit depuis les projets d'installation, donc on accompagne par rapport à l'installation, on accompagne aussi la transmission, parce qu'on souhaite aussi que nos territoires restent vivants et qu'on maintienne l'activité agricole. Et donc, plutôt que de laisser les cédants faire, leur propre choix, c'est à eux que ça revient d'ailleurs, malgré tout, dans la transmission. On les accompagne aussi bien en amont pour justement leur montrer l'intérêt de préparer cette transmission d'exploitation. Parce que si on attend le jour du départ à la retraite pour transmettre, on a des difficultés pour le transmettre, sinon voire des pertes d'activité. Si c'est fait bien en amont, ça peut permettre de garder un outil viable et de pouvoir le transmettre. On travaille aussi avec les collectivités. On est interpellé, on est consulté lors des PLU, lors des SCOT, mais nous, on souhaite aussi travailler en amont sur la photographie, le poids de l'économie agricole sur les territoires, parce que tout le travail qui est fait en amont permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre les intérêts des uns et des autres sur ces territoires. Et donc là aussi, on a un certain nombre d'actions. Alors, sur le travail, j'allais dire plus local, on a mis au niveau régional un observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique. Ça s'appelle Oracle. L'objectif, c'est de faire connaître les évolutions climatiques et agricoles qui sont déjà observées au niveau local. Créer donc une proximité géographique et aussi favoriser le consensus sur le constat. Parce que c'est vrai que les changements climatiques, nous agriculteurs, on les subit en premier. On le voit sur les dates de récolte qui sont de plus en plus précoces, que ce soit les moissons en été, que ce soit les vendanges à l'automne. C'est vrai qu'on voit des choses qui changent. Donc il faut adapter le travail dans nos exploitations en fonction de ces changements climatiques. On le voit aussi parce que dans ces adaptations, les dates de semis, je pense aux cultures de printemps, que ce soit maïs, tournesol, en moins de 20 ans, ont avancé de 10, 15 jours, voire plus.
Si on restait aux mêmes dates de semis qu'avant, on subirait encore plus les sécheresses d'été. Donc il faut là aussi accompagner les agriculteurs. Alors sur du travail départemental, on a eu dans les Deux-Sèvres, dans les 5 dernières années, on a fait 200 diagnostics énergie. Une majorité sur les élevages hors sol. Donc là, il y avait un certain nombre de points améliorés qui étaient l'isolation, l'étanchéité, la ventilation. Et donc, des diagnostics qui ont été faits, des travaux qui ont été faits par les agriculteurs, et ce qui a pu entraîner des économies de consommation de gaz pour ceux qui sont restés à cette énergie-là, de 20 à 50%. Certains ont aussi fait le choix de passer sur une chaudière en bois déchiqueté. D'autres diagnostics ont été faits aussi sur les exploitations laitières. Donc là, c'est par rapport à la consommation d'électricité, que ce soit sur le Temps-Calais, sur la production d'eau chaude. Et donc là, ont été mis en place des récupérateurs de chaleur sur les Temps-Calais, et puis des chauffe-eau solaires pour faire de l'eau chaude pour l'alimentation des veaux et autres. Et puis le dernier point, j'allais dire, qui est encore plus local, c'est le projet de méthanisation Tipper, donc, qui a démarré en 2006 à l'initiative aussi d'un certain nombre d'agriculteurs qui cherchaient à valoriser les effluents d'élevage, à mieux les valoriser et à faire de la production d'énergie. Donc on a accompagné un groupe d'agriculteurs. Rapidement, la société Méthanéo a été mise dans la boucle et a porté le projet. En 2008, notre technicien chambre a rejoint la société Méthanéo, donc pour vous dire là aussi l'implication. Donc le projet a été au bout, on a fait l'étude de faisabilité, on a été à la mise en place de la création de l'association des agriculteurs pour faire ce projet. On réalise la partie épandage lors du dossier réglementaire, et puis maintenant on fait le suivi agronomique et la mise en place d'essais d'épandage de digestat sur le territoire, parce que c'est pas parce qu'on fait une unité, il faut aussi aller jusqu'au bout. Il y a la production d'énergie, mais il y a aussi la valorisation des effluents par l'épandage du digestat. Et au jour d'aujourd'hui, donc sur le département des Deux-Sèvres, on a 5 projets de méthanisation qui sont en fonctionnement. On en a 10 qui sont en cours d'élaboration. Bon, les projets sont plus ou moins avancés. On attend là aussi des choses du point de vue réglementaire sur la nouvelle réglementation sur les projets. Donc voilà un peu les éléments que je peux apporter. Très bien, merci. On reviendra bien sûr longuement sur ces questions agricoles, peut-être sur la façon dont vous voyez l'évolution des pratiques et également la contribution, on va dire, du secteur agricole à l'évolution tout court des territoires, puisque ça semble, c'est évidemment essentiel dans ce cadre TEPOS.